L'UFAL est une association familiale laïque, progressiste et indépendante. L'école doit être organisée comme projet de société. J'ai moins peur des extrémistes religieux que des laïcs qui se taisent. Bonjour Nicolas. Bonjour Franck, comment vas-tu ? Moi ça va bien. Écoute, on est pour le 7e Laïcidad. Alors, on devait pas faire un deuxième épisode sur l'égalité par rapport à ce qu'on avait vu la dernière fois ? Alors, tu sais, à l'impossible, nul n'est tenu. Et là, on s'est trouvé dans cette situation. Alors, moi, je vais expliquer rapidement à nos chers auditeurs. Eh bien, on est contraint toujours de faire nos enregistrements par les outils de visio. Et quand ça veut pas marcher, ça marche pas. Ça marche pas, voilà. Et il y a un moment, faut s'arrêter. Donc cette émission, on va la refaire à la rentrée en physique, c'est-à-dire qu'en présentiel, comme on dit. Là, ça marchera. Le problème, c'est qu'on n'a pas pu le faire en présentiel parce que ça marchait pas à distance, mais on n'a pas pu parce que dans notre local de l'UFAL, il y a des travaux, il y a des ouvriers de partout dans l'immeuble, et on entend des grands coups de masse, des coups de perceuse à toutes les heures. C'était pas possible. Voilà. C'est pas, on n'a rien contre les ouvriers, ça, mais le bruit, les émissions n'aiment pas le bruit. Donc voilà, on fera ça à la rentrée. Et donc là, on a eu l'occasion de pouvoir faire une nouvelle émission où on va parler un petit peu de revenu minimum. Alors revenu minimum, je sais plus, minimum d'existence, revenu universel, c'était un peu compliqué, il y a plein de mots je crois pour définir tout ça. Ouais, puis alors, tu sais quand comme on dit quand c'est pas clair, c'est qu'il y a un loup. Ouais, bon. Voilà, c'est comme l'a dit un de nos invités, le vocable est pas bien défini, donc ça veut dire que l'idée elle est peut-être pas complètement finalisée quoi. Alors, moi, je pense que cette émission, le titre qu'on peut avoir avec un point d'interrogation, c'est « Est-ce que le revenu d'existence est un piège à pauvres ?» Parce que c'est ça, la question, c'est que ça s'adresse aux pauvres pour les sortir de la pauvreté. Alors, sortir de la pauvreté ou les maintenir dans la pauvreté ? Ouais. Alors ça, on l'a pas abordé. Nos deux invités l'ont pas abordé, ça parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures de cette question. En tout cas, deux invités très intéressants. Tu vas nous en parler. Oui, alors bon, Olivier Nobile, oui, on ne le présente plus. C'est notre camarade de l'UFAL, du Bureau National, qui réfléchit beaucoup sur toutes ces questions, qui vient de commettre une brochure à télécharger sur le site de l'UFAL sur cette question de revenu d'existence. Et nous avons invité un camarade qui se présentera aussi de l'UFAL de Limoges, qui est en train de relancer les UFAL à Limoges, qui est journaliste. Je pense que ça va d'ailleurs s'entendre à la manière dont il aborde les questions, et qui lui, a réfléchi aussi dans les milieux dans lesquels il est sur le revenu d'existence. Donc il était plutôt favorable. Donc ils vont avoir un dialogue en partant sur des bases qui sont pas identiques. Et je pense que ce dialogue, alors peut-être d'un côté un défenseur du revenu d'existence tel que on en entend parler, et puis un autre, Olivier Nobile, qui est contre. Autant le dire. Peut-être qu'en fait, je suis sûr, en entendant leur dialogue, on va remettre en question tous les préjugés et les certitudes, et j'espère qu'on avancera la réflexion dans un sens qui est le nôtre, Franck, celui dont on a en commun, c'est-à-dire que la République sociale. Exactement. On en parle, ça. Ils en parlent un petit peu de la République sociale. Olivier, il le redit plusieurs fois. On parle aussi, ils vont aborder aussi la financiarisation transnationale. Le mot travail, emploi. Est-ce que ça veut dire la même chose ? Donc on va redéfinir un petit peu ça. On parle aussi de progrès technique, de robotisation. Est-ce que comment on fait quand on sera tout sera robotisé ? Est-ce qu'on aura toujours des salaires ? Il y a toutes ces questions là qui viennent. On a 1 heure, c'est déjà une bonne base, mais en tout cas on apprend pas mal de choses, très sympa. Ouais, alors avant d'écouter notre binôme, n'oublions pas que UFAL Info 85 sur l'égalité est en train de sortir de presse, donc précipitez-vous sur les formulaires d'abonnement, de dons aussi, pendant qu'on y est. Oui. Parce que c'est un bel outil qui de réflexion et de recension aussi des activités de toutes les UFAL en France et en Navarre et en Martinique aussi. Ouais. Donc il aborde l'égalité avec on va retrouver bien sûr Olivier Nobile.
qui nous parle de la taxe sur la valeur ajoutée, hein, qui est le nouveau truc à la mode là. Et puis Dominique Papon, qu'on va entendre, eh bien il a écrit quelque chose sur Pierre Leroux, dont on a parlé à la précédente émission. Ouais, d'ailleurs il en reparle un petit peu. Ouais, et tu remarqueras qu'on a de la suite dans les idées. Hein. Ah oui, quand même. On n'a pas de la suite dans les émissions, mais dans les idées, en tout cas, on continue. Ça, c'est clair. Et puis j'espère que tout le monde aura remarqué, c'est que plus on discute et on est en train de reconstruire un corpus doctrinal quand même. Hein. Ouais. Alors, on est en train de s'armer là. Ouais, pas mal même, pas mal. Ouais. Et oui, je suis plutôt content qu'on y contribue avec la ICIDAD. C'est pas mal. Ouais, c'est le but. Bon, bah on y va. On les écoute. Tu vas les présenter et puis on se retrouve tout de suite après. Bien, donc pour traiter la question de notre émission, une question compliquée. Alors on s'est dit, Franck et moi, qu'on n'était pas assez intelligents pour la traiter, et donc on a demandé à un camarade de l'UFAL de bien vouloir nous rejoindre. Donc il va se présenter, hein, c'est Dominique Papon qui est le tout nouveau responsable de l'UFAL de Limoges, enfin de plusieurs UFAL locales. Enfin, il a pris les choses en main. Dominique, tu pourras nous expliquer ce que tu fais et puis surtout nous expliquer qui tu es. Comme ça, nos auditeurs comprendront pourquoi on t'a fait venir pour traiter ce sujet qui est si important. Dominique. Bonjour à tous. Bonjour. Tout d'abord, je suis journaliste, alors ce qui fait que je m'intéresse à plein de sujets. Et dans ces sujets, je me suis intéressé pour l'UFAL, puisque l'UFAL, pour son journal, m'avait demandé un article sur l'égalité, et je m'intéressais à Pierre Leroux. Pierre Leroux, un des penseurs du socialisme, c'est lui qui a inventé le mot. Et c'est un des premiers socialistes. Engels se les appelait les socialistes utopiques, histoire de les renvoyer à la niche, mais c'est un des premiers socialistes et il s'intéressait beaucoup à l'égalité. C'est un des rares qui a écrit un traité de l'égalité. De fil en aiguille, nous arrivons au revenu d'existence. Enfin, ça porte tellement de noms qu'on ne sait pas bien lequel lui donner. Donc ce revenu minimum, ce revenu d'inclusion, enfin tous ces mots-là ont quelque chose à voir avec l'égalité. Est-ce que un revenu minimum distribué à chacun n'est pas un outil de l'égalité? Et donc voilà, je crois que c'est pour ça que je suis là. Alors par contre, avant qu'Olivier te réponde, est-ce que tu peux quand même préciser ce que tu fais pour l'UFAL sur Limoges? Donc en fait, l'UFAL existait à Limoges et elle existe encore dans le Limousin, en Creuse notamment, mais à Limoges, c'était tombé un peu en déshérence depuis une dizaine d'années. Et donc, nous essayons de remobiliser un certain nombre de personnes. Alors, la période n'est pas la plus facile quand même pour mobiliser des gens, puisqu'il est difficile de se voir. Les contacts à travers les écrans, c'est sympa, mais ce n'est pas exactement comme quand on se voit. Et donc, pour l'instant, nous sommes sur une dynamique qui nous amènerait à rassembler une 50aine de familles en septembre pour créer 2 unions locales dans un premier temps. Voilà. Bon, merci pour ces précisions. Donc, je pense que Olivier a déjà pensé à la réponse à ta question. Hein. Est-ce que ces revenus qui ont différents noms sont une source d'égalité ou pas? Alors, merci tout d'abord. Oui, sujet extrêmement important qu'est cette question du revenu d'existence, du revenu universel ou quel que soit son nom, parce qu'il y a tellement effectivement d'acceptions qu'il conviendra peut-être à un moment donné de séparer le bon grain de l'ivraie parce qu'il y a quand même beaucoup de projets derrière cette question-là. En quelques mots, je suis vraiment un défenseur acharné de l'égalité républicaine et en ce sens, je pense qu'avec Dominique, on se retrouvera bien évidemment sur un projet de société qui permette à donner à chacun des conditions dignes d'existence. Néanmoins, je pense que le projet de revenu d'existence ou de revenu universel, dans sa formule communément admise, c'est-à-dire concrètement l'idée de donner un revenu plancher à tous les citoyens, globalement de la naissance à la mort ou de la majorité à la mort, ne participe pas, et donc on le développera bien évidemment, mais ne participe pas d'un projet égalitaire précisément, mais participe d'un projet d'équité sociale, d'équité contre l'égalité. Autrement dit, de redistribution et de prise en charge des conséquences néfastes collatérales d'un mode de développement économique qui a broyé un certain nombre d'individus et qui les a exclus littéralement, si vous voulez, du champ
de ce que j'appelle le droit social, on y reviendra, enfin en gros tout simplement de la dignité par le travail et par le salaire, qui est pour moi le seul vecteur qui ait véritablement été inventé à vocation véritablement égalitaire. Par contre, un revenu d'existence qui consisterait finalement à prolonger des dispositifs visant à régler la problématique des exclus du marché du travail, des plus pauvres, ne participe pas d'une dimension égalitaire, précisément parce qu'elle a vocation à régler surtout à la marge, malgré, je dirais, certains artifices visant à laisser supposer que ça serait ouvert à tous, mais en réalité, la véritable problématique qui se pose, c'est de régler à la marge les situations les plus délétères d'un système capitaliste qui, aujourd'hui, génère un chômage de masse et donc qui va mobiliser d'une certaine manière l'impôt et la redistribution pour permettre de régler le problème spécifique de l'exclusion sans régler précisément le problème de l'aspiration de tous les travailleurs de la nation à bénéficier des conditions d'une vie digne par leur travail. Alors, je comprends tout ça, mais il me semble que le sujet du revenu minimum d'existence est revenu sur le devant de la scène par l'intermédiaire d'un socialiste presque d'extrême gauche, Benoît Hamon, qui a fait 6% à la présidentielle, après avoir été désigné représentant de la gauche unie par les primaires, et c'est quand même lui qui porte ce projet. D'ailleurs, il n'en porte pas d'autre que celui-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un aspect un peu paradoxal de dire que c'est une entreprise libérale défendue par un gauchiste? Alors là, qualifier Benoît Hamon d'extrême gauche, moi je trouve ça assez curieux, mais je pense que c'est volontairement provocateur. Donc le projet de Benoît Hamon, disons-le très nettement, je pense qu'il est honnête. Benoît Hamon est sincère dans son projet. Et je pense qu'il a vraiment à cœur de trouver une solution, notamment aux situations vraiment les plus insupportables d'exclusion sociale, notamment pour les jeunes de 18 à 25 ans qui aujourd'hui sont complètement passent entre les mailles du filet, du RSA, etc. Néanmoins, et c'est là tout le paradoxe, c'est que Benoît Hamon, sans le savoir, reprend à son compte tout un corpus idéologique qui est issu littéralement du jus de crâne de Milton Friedman, c'est-à-dire le père de l'économie néolibérale de Chicago. Mais pourtant, André Gorz, ce n'était pas Friedmanien? Oui, mais la problématique, c'est que, comme dit l'adage, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je pense qu'il n'y a pas de libéralisme, il n'y a que des preuves de libéralisme. Et à un moment donné, le projet qui est défendu par Benoît Hamon n'est en d'aucune manière une rupture avec l'ensemble des dispositifs qui ont été mis en œuvre depuis 30 ans et qui consistent à substituer à la sécurité sociale et donc au droit social, je dirais, de l'ensemble, un filet de sécurité visant à régler la situation spécifique de la pauvreté. Et plus encore, Benoît Hamon, dans son modèle, qui l'a mis du temps, je dirais affiné. Au début, c'était totalement flou, on ne savait pas à quel modèle se référer. Et puis après, il a commencé à donner les éléments de son modèle. Donc l'idée, ça serait 600 € pour un revenu unique d'existence, totalement dégressif, qui serait desquels 600 € seraient déduits un certain nombre de prestations sociales et qui s'annulerait aux alentours de 1,4 SMIC et deviendrait totalement neutre à partir de 1,9 SMIC. Là, nous avons littéralement affaire à un projet qui ressemble, mais vraiment mot pour mot, modèle par modèle, à ce qu'on appelle l'impôt négatif. L'impôt négatif a été inventé justement par Milton Friedman dans les années 60, dans un article très célèbre, et a constitué la base idéologique de toutes les solutions contemporaines de lutte contre la pauvreté. L'idée étant très simple, c'est donner un revenu minimum, alors éventuellement progressif, dégressif. Ça existe, ça a été mis en place en France, le revenu, l'impôt négatif. C'est aujourd'hui la prime d'activité. Voilà. L'idée, c'est de compléter les revenus du travail par une aide complémentaire, incitative à la reprise d'activité par tous les moyens. Et si possible, je dirais, même si cette reprise d'activité, est partielle, précarisée ou autre. L'idée étant que l'aide financière apportée, je dirais, aux plus inemployables et aux plus exclus
du marché du travail les incite à sortir d'une oisiveté ou d'une inactivité prétendument choisie. Ça, c'est l'approche libérale, ou subie. Ça, c'est une approche, on va dire, plus sociale, entre guillemets. Mais il n'en demeure pas moins que les résultats est le même. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment d'inciter à une reprise d'activité au travers d'un plancher de ressources qui est de toute façon très en deçà du seuil de pauvreté. Donc, il ne donne pas d'autre moyen que d'être cumulé avec des revenus, même parcellaires, tirés d'une activité du travail. Et d'ailleurs, le système de Benoît Hamon est vraiment très très proche d'un certain nombre d'autres systèmes qui, eux, sont littéralement libéraux. Je précise qu'avant lui, il y avait une certaine Christine Boutin qui proposait un revenu de base qui ressemble exactement au même système. Le modèle qui a été défendu par des auteurs tels que Yolande Bresson est exactement sur ce schéma. Le modèle défendu par Gaspard Koenig, vraiment un libéral, vraiment échevelé, est complètement sur cette approche-là. Et même les solutions internationales qui ont été expérimentées actuellement en Finlande, par exemple, ou en Alaska, s'appuient sur cette approche-là. C'est-à-dire que l'idée, c'est de globalement effacer tout droit social lié ou adossé au salaire pour substituer un filet de sécurité visant à obliger ou à contraindre la personne qui en est bénéficiaire à s'insérer dans l'emploi, même de manière très parcellaire. Alors, très bien, moi je comprends très bien ce point de vue. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une approche émancipatrice du revenu minimum qui viserait aussi à répartir les produits du patrimoine? Parce que aujourd'hui, on est dans un pays où ces 40 dernières années, le patrimoine s'est concentré, les droits de succession se sont abaissés de façon considérable. Et est-ce que ça ne serait pas un outil redistributeur, justement, du patrimoine que de mettre en place un revenu minimum d'insertion? Ou d'existence. Ou d'existence, oui. Alors, bon, la question, effectivement, du patrimoine. Alors, une question vraiment importante. Mais pour moi, le revenu d'existence, non seulement ne va pas régler la problématique, effectivement, des inégalités patrimoniales, mais au contraire, va plutôt les renforcer. Si l'on prend un modèle très sympathique sur le papier, c'est celui de Baptiste Milondo, donc un sociologue qui aujourd'hui est très en vue et qui a une approche, on va dire, assez décroissante et qui renoue d'une certaine manière avec l'idée d'ailleurs d'un droit à la paresse qui avait été promu par un Paul Lafargue à la fin du 19e siècle. Lui, il considère que les individus, justement, devraient pouvoir choisir leur vie et choisir de travailler s'ils le souhaitent. Partant du principe, d'ailleurs, sur lequel on reviendra, qu'il existe aujourd'hui une forme de fin du travail ou que le travail aujourd'hui est rare. Ce que je ne pense absolument pas, pour moi, c'est un contresens absolu. Mais revenons sur la problématique du patrimoine. Concrètement, si on prend les choses dans la vraie vie, un individu qui aujourd'hui, à qui on dirait, je vous donne 600 ou 700 euros, c'est-à-dire à peu près 400 ou 500 euros en dessous du seuil de pauvreté. Concrètement, va-t-il avoir le choix de travailler ou de ne pas travailler? Et la seule condition qui pourrait amener à quelqu'un, avec ces 600 ou 700 euros de revenus d'existence, à vouloir s'extraire de son obligation de travail, c'est précisément le patrimoine hérité. Voilà. Ceux qui pourront faire valoir effectivement leur droit à la paresse sont ceux qui auront effectivement un patrimoine hérité et du coup, le revenu d'existence aurait, à mon avis, pour vocation à exacerber les différences de dotation en capital. Alors après, sur la problématique de taxation du capital, moi j'en reviens là à une conception très très simple et finalement révolutionnaire. La meilleure manière de taxer le capital, historiquement, économiquement, socialement, a toujours été l'augmentation des salaires. Le capital, en gros, je dirais, ce n'est ni plus ni moins que la rémunération qui n'est pas donnée, je dirais, c'est au travail qui est créateur de richesse. Et le capital, aujourd'hui, a pris une importance très très forte, je veux dire, dans les revenus des individus, notamment les plus dotés, uniquement parce que depuis 30 ans, 40 ans de néolibéralisme, on a coupé véritablement le salaire et la progression des salaires comme vecteur de répartition de la valeur ajoutée, donc de la richesse produite.
au travers d'ailleurs d'un accompagnement fiscal, politique extrêmement fort, hein, exonération, je veux dire des stock options, incitation à l'épargne salariale, j'en passe et des meilleurs, fiscalité sur le patrimoine qui a été réduite vraiment à minima. Souvenons-nous d'ailleurs de la baisse, je veux dire, des frais de succession, je dirais décidée par Nicolas Sarkozy. Rappelons-nous très récemment de la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, hein, c'est-à-dire grosso modo des vecteurs, je veux dire, fiscaux de réduction, enfin de taxation du patrimoine. Et là précisément, on est plutôt dans une situation où aujourd'hui on a créé les conditions politiques pour que le patrimoine aujourd'hui soit un contournement généralisé du salaire. Très bien, donc le salaire est l'outil de l'égalité contre le revenu minimum, mais ça ne vaut que pour ceux qui ont un salaire. Ah voilà. Là effectivement nous sommes au cœur du sujet. Je crois vraiment effectivement que là nous sommes sur la question essentielle. En 1945, et moi j'assume hein, dans tous mes écrits effectivement mon ancrage très très fort à une vieille tradition, je dirais ouvrière française qui a trouvé, je dirais, son aboutissement historique hein, dans le projet du Conseil national de la résistance. Enfin, pour des jours heureux. Les jours heureux. Enfin, le projet communiste hein, du Conseil national de la résistance, je le précise, parce qu'il y avait aussi un projet gaulliste, enfin communiste au sens où c'est le Parti communiste français, la CGT, qui l'ont essentiellement promu. Effectivement, au cœur de ce dispositif-là, du contrat social hein, de 1945, c'est effectivement le salaire qui constituait le vecteur littéral de répartition de la richesse produite par le travail et donc d'accès à une citoyenneté des individus, une citoyenneté qui s'exprimait premièrement par le fait de disposer des conditions d'une vie digne, de mettre fin à la peur du lendemain, ce qui était le cas généralement de la classe salariale jusqu'à présent, mais plus encore un projet politique qui faisait du salarié non plus simplement je dirais une personne placée sous l'autorité, sous la domination d'un employeur, mais véritablement un sujet dépositaire de droits politiques et démocratiques. Voilà. 1945, c'est un projet démocratique, et dans lequel le salaire, effectivement, constitué, grâce à un complément de ce salaire qui s'appelle la cotisation sociale, le salaire allait devenir le vecteur d'une amélioration continue des conditions de vie de la classe salariale, mais plus encore la condition, je veux dire, d'existence d'un pouvoir politique et démocratique au sein d'une institution tout à fait révolutionnaire qui s'appelle la sécurité sociale. Voilà. Et effectivement, jusque dans les années 80, le salaire dans sa version directe et le salaire dans sa version indirecte, c'est-à-dire la cotisation sociale, ont connu une progression qui a permis littéralement de réaliser tout ce que les turiféraires du revenu d'existence entendent inventer. C'est-à-dire que le salaire a été, pour ainsi dire, universalisé à un champ de plus en plus large de la population. Les retraités, les chômeurs, les allocations familiales qui tiennent compte effectivement du temps familial, les handicapés avec la création des adultes, l'allocation des adultes handicapés, etc., etc. C'est-à-dire que par le biais de l'augmentation des salaires et de la cotisation sociale, on a réalisé littéralement cette universalisation des revenus du travail par le biais d'une prise en compte du temps de hors emploi des travailleurs. Et c'est ça la grande victoire de 1945. C'est ça la grande victoire du Conseil national de la résistance. C'est de considérer que l'employeur, en tant que bénéficiaire des produits de la production des salariés, avait une obligation de reconnaître salarialement, par le biais du salaire, le temps de hors emploi des travailleurs, à des moments où ce travailleur se situait en dehors de son aire d'autorité. Donc ça, c'est jusque dans les années 80. Alors jusque dans les années 80. Mais néanmoins, il faut quand même rappeler que dans les années 80, en tout cas jusque dans les années 80, le salaire réalise littéralement cette forme d'universalisation et a permis quand même d'annihiler la pauvreté des retraités, de créer une véritable continuité salariale sur l'ensemble du cycle de vie d'une population très large et dans des proportions qui n'auraient pas pu être atteintes par d'autres moyens que par l'augmentation du salaire. Alors oui, dans les années 80, il y a un rapport de force qui s'inverse. C'est l'arrivée littérale du néolibéralisme, qui est pas simplement du capitalisme. Le néolibéralisme, c'est une surcouche idéologique
visant à modifier littéralement les conditions d'exercice du capitalisme au travers d'un certain nombre de modalités liées notamment à la libre circulation des capitaux, des personnes, des biens, le libre-échangisme, etc., mais également désarmement. C'est également un désarmement, si vous voulez, de la classe salariale au travers d'une individualisation littérale du rapport entre le travailleur et son employeur. Alors, juste un mot pour recentrer sur le revenu minimum. On a bien compris que le salaire, c'était l'instrument central de votre point de vue de l'égalité. Mais est-ce que le revenu minimum, ça n'est pas un outil de la liberté? C'est-à-dire la liberté des individus qui ne sont pas soumis à un rapport de domination par leur employeur, vis-à-vis de leur employeur, pardon. Est-ce que le fait de pouvoir choisir une vie plus minimum peut-être, mais on l'aura choisi, ça n'est pas quelque part quelque chose qui pourrait être intéressant? Alors ça c'est l'argument de Baptiste Melander essentiellement. Je le connais pas. Alors Baptiste Melander est vraiment l'un des aujourd'hui des chercheurs les plus en vue en France sur la question du revenu d'existence. Alors Baptiste Melander, lui, est sur cette approche-là. Il part du principe précisément que les individus doivent pouvoir choisir le temps qu'ils souhaitent consacrer au travail. Alors moi, je crois qu'il y a plusieurs contresens absolus dans cette approche. La première, c'est quand même de nier que tous les individus travaillent, même parfois quand ils n'ont pas l'impression qu'ils travaillent. Ça, c'est déjà la première des choses. Et je vais vous donner un exemple. Le retraité. Le retraité travaille. Aujourd'hui, que faisons-nous là? On enregistre une émission, nous travaillons. La problématique, c'est que l'on a, voilà. Et alors qu'il n'y a pas forcément de valorisation monétaire, d'ailleurs. Mais nous travaillons, et le retraité travaille. Il suffit de voir le temps que passe le retraité dans la vie associative, la garde des enfants, etc. Une femme ou un homme qui s'occupe de ses enfants au foyer travaille. Voilà. Et c'est pas pour autant que je suis un défenseur d'un salaire maternel. C'est simplement dire qu'il y a des activités. Le travail est un attribut constitutif, ontologique de l'humanité. Mais très bien, mais est-ce qu'on n'a pas un problème de définition alors, et voilà, alors du mot travail? Exactement. En fait, on fait passer pour le travail, ce qui est en réalité une convention capitalistique ou capitaliste du travail. Autrement dit, l'emploi. On confond travail et emploi. Nous travaillons. Le retraité travaille. Par contre, l'emploi, c'est quoi? C'est simplement une fraction du travail qui est reconnue par le capitalisme comme pouvant donner lieu à une valorisation monétaire. Voilà. Donc, la véritable problématique, c'est déjà de s'entendre sur la question du travail. Et notamment, comprendre que grâce au salaire, grâce à la sécurité sociale, etc., on a été capable de valoriser socialement et non pas capitalistiquement le travail, notamment en donnant un salaire sans condition à des retraités, en donnant des allocations familiales sans condition, je dirais à des parents au foyer, en donnant une allocation aux adultes handicapés à des handicapés congénitaux qui par définition ne pouvaient pas entrer dans le champ de l'emploi. Donc nous travaillons, et un chômeur est peut-être le plus grand travailleur d'entre tous. Il suffit de voir les démarches bureaucratiques, les contrôles bureaucratiques auxquels il doit faire face, les démarches de recherche d'emploi, etc., pour vraiment attester qu'un chômeur travaille. La véritable problématique, c'est de bien concevoir que le travail n'est pas un synonyme de l'emploi. Or, ce que l'on pointe avec le revenu d'existence, c'est une acceptation littérale aujourd'hui d'une pénurie d'emplois marchands. Et plutôt que d'interroger les conditions et les raisons pour lesquelles il y a une pénurie d'emplois marchands, les tenants du revenu d'existence, entendent simplement régler à la marge la question de l'exclusion des plus inemployables du marché de l'emploi, par le biais d'un filet de sécurité. Mais du coup, ça nous empêche de réfléchir aux vraies conditions de la pénurie d'emploi. Et les raisons de cette pénurie d'emplois marchands, elles sont à chercher du côté précisément d'un néolibéralisme, d'un capitalisme transnational financiarisé qui met une pression folle justement sur les économies, je dirais les plus développées, avec justement des normes sociales et environnementales, qui promeut la concurrence des travailleurs, je dirais entre eux sur la sphère internationale
voire européenne, qui a littéralement, je dirais, broyé, les modalités de protection d'un certain nombre de secteurs pourtant absolument essentiels, et tout simplement qui ont amené à une désindustrialisation massive dans un certain nombre de zones du territoire français. Voilà. Oui, et pas seulement une désindustrialisation, mais aussi une mécanisation, une numérisation qui fait qu'on a besoin de moins de monde pour faire la même chose. Et donc, est-ce que la mise en place d'un revenu minimum d'existence qui serait assis sur, d'un côté, une réforme des droits de succession et de l'autre côté, des cotisations sociales assises sur le niveau de mécanisation et de numérisation ne serait pas un outil d'émancipation? Alors là, il y a deux sujets dans votre question intéressantes. Alors, la première, et ça c'est aussi un argument qui est très très fréquemment avancé par les défenseurs du revenu d'existence, c'est grosso modo l'idée que le progrès technique, la numérisation, la robotisation va rendre inutile, le travail humain. Le travail humain. Alors moi, j'y crois pas une seule seconde. La problématique du progrès technique et de la destruction de l'emploi, c'est vieux comme la révolte des canuts. Voilà. C'est-à-dire que l'histoire même de l'humanité a toujours été une problématique de progrès technique génératrice de très forts gains de productivité du travail et parfois pour le meilleur. C'est-à-dire que supprimer des activités extrêmement dangereuses qui usent les corps, comme c'était le cas au XIXe siècle, a été un bienfait. La problématique, c'est pas de craindre que la machine va casser le travail humain. C'est de se poser la véritable question de savoir que fait-on des gains de productivité induits par ce progrès technique. Les gains de productivité, historiquement, dans la lutte ouvrière séculaire, ont toujours donné lieu à une revendication forte vers quoi? La baisse du temps de travail, l'augmentation des salaires, la création d'emplois nouveaux, notamment de services publics, etc. C'est-à-dire que, grosso modo, l'enjeu, c'est de dire que nous avons une masse de travail plus faible pour produire davantage de richesses, mais cette richesse complémentaire créée, vers qui va-t-elle? Vers les propriétaires des moyens de production sous forme de dividendes ou vers les salariés? Ce qui était l'idée centrale de la politique de Michel Rocard. Oui, enfin quand même un peu, non? Non, alors je l'ai précisé parce que là j'ai un petit peu du mal à voir précisément. Non, mais Michel Rocard, la deuxième gauche en général, voire même la CFDT, ont toujours été sur le partage des gains de productivité, la réduction du temps de travail. C'est même, ils se sont structurés autour de ça quand même. Bah oui, mais le problème c'est qu'une fois de plus, avec quels moyens Michel Rocard et la CFDT, d'un côté on dit qu'il fallait partager les gains de productivité, mais ont rompu d'une certaine manière avec le combat, je dirais, séculaire de la classe ouvrière depuis, je dirais, la fin du 19e siècle, c'est-à-dire vers la baisse du temps de travail, vers l'augmentation des salaires et l'augmentation de la sécurité sociale. Je rappellerai que Michel Rocard est celui qui a littéralement mis fin à la dynamique de progression de la cotisation sociale, donc du salaire socialisé, au profit d'une approche redistributive fondée sur l'impôt. Donc concrètement, comme je disais, il y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Je veux dire, à un moment donné, il est nécessaire un petit peu de voir concrètement quel est le projet. Je comprends, mais j'entends dans votre propos que c'est une revendication séculaire de la classe ouvrière. Mais la question, me semble-t-il, qui est très importante, c'est il existerait encore une classe ouvrière en France? En tout cas, il existe pour moi une classe salariale. Ah oui, mais c'est pas pareil. Ah oui, c'est pas tout à fait la même chose. Enfin, cela dit, ouvriers et employés, c'est quand même encore 75% des travailleurs dans notre pays. Et je rappellerai que les salariés, c'est 90% des travailleurs dans notre pays. Oui, mais la classe ouvrière, on pouvait penser, notamment à travers la littérature et depuis Jules Vallée, qu'il y avait une forme de cohésion idéologique, peut-être, une forme de reconnaissance dans un certain nombre de codes, voire de rites, qui n'existe pas tellement chez les employés. Alors là, ouais, c'est une question intéressante. Moi, précisément, je résous cette équation-là en substituant effectivement le terme de salariat, si vous voulez, à celle de classe ouvrière. Et là, nous arrivons à un autre point, à mon avis, essentiel de la discussion. Qu'est-ce que le salariat? Et là, il y a un contresens absolu qui, à mon avis, est réalisé est commis par les tenant du revenu d'existence, je pense notamment à Milondo, c'est qu'ils ne perçoivent pas que le salariat n'est pas simplement la naturalisation de la domination d'un capitalistique, d'un employeur vis-à-vis d'un travailleur.
Le salariat, c'est une construction politique et juridique qui permet d'inscrire le travailleur qui a un contrat de travail dans le cadre d'un ordre public social, c'est-à-dire bénéficiant des règles républicaines liées au droit du travail, améliorées le cas échéant par les conventions collectives et disposant des modalités d'extension de reconnaissance de son temps individuel par le biais effectivement de la sécurité sociale et disposant au demeurant d'un statut politique lui permettant notamment d'intervenir dans le champ de l'entreprise, domaine qui lui était jusqu'à présent totalement exclu. Je fais référence notamment au comité d'entreprise, aux instances représentatives du personnel, etc. Qui sont venus augmenter, améliorer le rôle politique. Alors, très imparfaitement, certes, mais le rôle politique de la classe salariale, la classe des travailleurs dans l'entreprise, mais également en créant une institution littéralement dédiée à la destinée sociale des travailleurs qu'est la sécurité sociale, en leur donnant notamment, en 1945, je dirais une place prépondérante dans la gouvernance de la sécurité sociale qui devenait de facto l'institution du droit social. Oui, mais pardon, je vous interromps juste sur ce point. Donc c'est vrai, les ouvriers et les salariés, les employés, à travers leurs représentants, ont été associés à la gestion et à la politique, notamment de la sécurité sociale. Mais donc ça, ainsi est né le paritarisme qui a transformé les ouvriers en patrons. Non, le paritarisme, c'est une invention de De Gaulle qui a cassé la dynamique autogestionnaire voulue par Ambroise Croizat et Pierre Laroque en 1945. Le paritarisme, c'est la revanche gaullienne face au projet communiste de 1945. En 1945, les représentants des assurés sociaux disposaient d'un pouvoir qu'ils pouvaient exercer de manière autonome vis-à-vis du patronat. Pour la première fois dans l'histoire sociale de notre pays, on donnait aux représentants des travailleurs un pouvoir politique. On les sortait de la minorité sociale. Et sans l'implication forte et la démonstration absolue de la classe laborieuse et notamment des syndicats et des syndicats CGT, disons-le, tout net, qui ont pris part dans ce formidable projet et en un temps record, ce formidable projet, la sécurité sociale ne voit pas le jour. Or, le patronat, tout autant que De Gaulle, ne supporte pas une chose, c'est de voir la classe salariale, la classe ouvrière, la classe des travailleurs, être capable de démontrer qu'elle est capable de gérer aussi bien que le patronat. Parce que donner un chèque, donner de l'aumône, ça le patronat il sait faire. Mais accepter que des ouvriers soient capables de gérer aussi bien qu'eux des institutions avec des sommes qui participent directement à la destinée sociale de la nation, ça c'est insupportable. Le paritarisme a été créé en 1967 parce que De Gaulle n'avait pas du tout supporté un seul instant qu'effectivement la CGT et le Parti communiste soient capables d'imposer, je dirais, une représentation institutionnelle et politique majeure au sein de la nation. Et donc ce paritarisme se retrouve aussi dans la justice du travail. Parce que le travail a cette particularité dans notre pays, c'est qu'il a une justice à part. Il y a une justice à part pour l'administration, une justice à part pour le travail, et où les patrons et les ouvriers se répartissent les collèges. Vous pensez que c'est une bonne chose? Enfin, ça nous éloigne peut-être du... On nous éloigne un peu du sujet, mais effectivement, la question du paritarisme, c'est vraiment, c'est extrêmement pernicieux comme dispositif. On a affaire, dans le cadre du paritarisme, à une opposition entre deux blocs. Donc, on peut se dire c'est équilibré. Un bloc patronal d'une part, qui partage, je dirais, une communauté, je veux dire, de vue et de destin, qui fait que globalement, il y a une union politique objective qui va être opérée. En face, nous avons un camp salarial et syndical qui est profondément morcelé. Il est morcelé depuis les années 40. Mais bien plus nombreux. Voilà. Donc, impossible, enfin, l'occurrence, je dirais, d'un consensus syndical est beaucoup plus difficile à obtenir. En faisant le paritarisme, qu'est-ce qu'on fait? On permet au patronat de faire alliance avec un seul syndicat, même minoritaire, pour avoir toujours la majorité. Toujours. Et c'est comme ça qu'effectivement, la sécurité sociale, qui devait être l'institution des travailleurs, a été placée à partir de 1967 sous giron patronal. Et c'est comme ça que l'on a vu effectivement l'UNEDIC, donc l'assurance chômage, les retraites complémentaires Agirc-Arrco, être littéralement des laboratoires d'un projet social patronal totalement hostile au projet qui avait été voulu en 1945 pour le régime général de la sécurité sociale. Voilà ce qui est le projet intéressant. Pour recentrer sur notre
notre question de ce soir, le revenu minimum d'existence, le revenu minimum de je sais pas quoi. Si j'entends bien ce que vous dites, le seul et unique instrument pour assurer à la fois la liberté et l'égalité, ça n'est pas le revenu minimum d'existence, c'est le salariat. Ben, pour moi, c'est le propos absolument. Enfin, si on doit retenir une chose, voilà, de mon point de vue, c'est effectivement cette question-là. Alors, il y a plusieurs aspects sur cette question et qui sont, à mon avis, qui doivent être discutés les uns après les autres. La mise en place d'un revenu universel, vraiment universel, c'est-à-dire globalement, on donne à tout le monde. La même chose. Du plus pauvre jusqu'à Bernard Arnault. La même chose. Pardon ? On donne tout le monde la même chose. Alors, si on s'appuie vraiment sur une approche revenu universel, je pense bien revenu universel, c'est ça. Ça serait vraiment inconditionnel et d'une manière uniforme. Après, il y a des variantes où ça serait dégressif, etc. Mais par contre, c'est vrai que si on est vraiment sur une approche maximaliste, il s'agirait de donner la même chose à tout le monde. Si on commence par ce projet-là, si on prend ce projet-là, c'est-à-dire grosso modo, les différents modèles convergent aux alentours de 600, 700, 800 euros par mois pour tout le monde, de la majorité à la mort. Bon, un tel dispositif, il convient quand même déjà de rappeler que c'est absolument ruineux. Première des choses, c'est-à-dire que pour 600 euros, j'ai fait les calculs, c'est 400 milliards d'euros. C'est-à-dire l'équivalent actuel de la sécurité sociale. Assurance maladie, retraite, accident du travail, allocation familiale, allocation chômage. Ça veut dire, grosso modo, que si l'on passait d'un système actuel à un système de revenu d'existence, il y a deux solutions. Soit on double, précisément, les prélèvements obligatoires et les impôts, soit on passe de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on substitue un revenu universel au dispositif actuel de sécurité sociale. Alors, certains vont nous dire, non, mais il faut concilier les deux. Alors, c'est ceux que j'appelle les tenants du fromage et dessert. Voilà. Moi, je crois que dans le contexte actuel idéologique ou de fustigation généralisée des prélèvements obligatoires, où la France est dépeinte à longueur d'éditoriaux comme effectivement la lisière du socialisme d'État, etc., il faut pas être naïf. L'enjeu serait bien évidemment de basculer ce qui relève aujourd'hui de la sécurité sociale vers un dispositif pour solde de tout compte. Voilà l'enjeu. Ouais. C'est-à-dire Alors, oui, je comprends bien cet enjeu, mais j'avais encore une dernière question et je m'arrêterai là probablement. Mais la pandémie a mis en lumière un certain nombre de difficultés que traverse la jeunesse. Des jeunes se sont retrouvés dans des petits appartements, dans des chambres d'étudiants, sans revenus, sans argent, sans moyen d'en gagner. Obligés d'aller faire la queue au secours populaire, etc. Et donc il est normal que l'on se pose la question d'un revenu minimum qui serait versé à tout le monde, parce que quand on est jeune, quand on a moins de 25 ans, on peut pas avoir droit au RSA, par exemple. Le RSA, c'est pas la panacée. 600 euros, personne vit avec 600 euros. Je veux dire, c'est bien en dessous du seuil de pauvreté. Même si c'est au-dessus du minimum vieillesse, c'est en dessous du seuil de pauvreté. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette question-là, qui est celle de l'abandon? Pour ce qui relève notamment de la jeunesse, et notamment les 18-25 ans, moi dans l'article, le dossier d'analyse plutôt que j'ai commis pour l'UFAL, je pose une question naïve, puisque c'est notamment une question naïve à Benoît Hamon par rapport à son projet de revenu unique d'existence. Si la question c'est de régler la problématique des 18-25 ans qui aujourd'hui sont privés de RSA, ça serait peut-être plus simple, plus direct de dire tout simplement nous étendons le RSA aux 18-25 ans. Voilà, ce que l'on n'a jamais été capable de faire. Mais si l'idée c'est de casser tout notre système social pour régler à la marge la problématique des 18-25 ans et par contre laminer les droits sociaux de l'ensemble, je dirais, des travailleurs, y compris ceux qui sont en emploi, qui constituent, je le rappelle, l'immense majorité du pays, je pense qu'à mon avis, on ne répond pas véritablement à cet enjeu spécifique. Voilà, donc moi j'aurais tendance à dire, s'il y a un problème spécifique par rapport à une catégorie spécifique, il faut régler spécifiquement ce problème, plutôt que d'envisager de faire du passé table rase pour régler une situation, entre guillemets, que je qualifierais d'interstitielle. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la problématique de l'exclusion et d'abandon que l'on peut voir pose aussi des véritables problèmes, à mon avis, politiques
économiques et sociaux essentiels. Pourquoi dans notre pays, qui, malgré la pandémie, n'a jamais été aussi riche dans son histoire, n'est-on pas capable de créer les conditions d'un accès digne des populations, je dirais dans l'emploi et dans le travail, avec un salaire qui leur permette de vivre dignement, et pas au travers de compléments, de redistribution type prime d'activité qui disent, grosso modo, à ceux qui en bénéficient, vous êtes insuffisamment productif pour pouvoir véritablement disposer d'un salaire qui vous permet de pouvoir prétendre à une vie digne. C'est ça le sujet. Donc la question qui se pose, pourquoi aujourd'hui l'accès dans l'emploi, pourquoi l'accès à l'emploi stable aujourd'hui n'est pas possible? Eh ben, il conviendrait déjà d'interroger toutes les politiques économiques qui ont été mises en place depuis 30 ans. Déjà, premièrement. Toutes les politiques qui ont consisté à affaiblir le contrat à durée indéterminée, toutes les garanties sociales autour, effectivement, de l'exercice d'un contrat de travail, toutes les dérogations potentielles, je dirais, au SMIC, etc., etc. Et aussi poser une question qu'on ne pose plus aujourd'hui parce que c'est tabou, celle de la réduction du temps de travail. Parce que concrètement, si aujourd'hui on est capable de produire avec moins de travail autant de richesses, peut-être qu'il faudrait revenir aux bonnes vieilles méthodes qui ont accompagné, je veux dire, toutes les revendications salariales depuis le début du XXe siècle, depuis la Troisième République, qui est la réduction du temps de travail pour précisément partager, à un moment donné, le travail entre davantage de personnes. Et puis, il y a aussi d'autres aspects, c'est-à-dire quelles sont les volontés politiques pour créer des emplois nouveaux dans des secteurs qui pourtant sont essentiels, dans des secteurs du soin, des secteurs culturels, des secteurs de la création, l'agriculture paysanne, autant de gisements d'emplois colossaux, mais qui nécessitent une véritable politique industrielle, un courage politique, parce que ça veut dire aussi d'une certaine manière désobéir aux traités européens, se poser la question effectivement du bienfait ou non de l'euro, monnaie unique qui a quand même fait perdre 300 milliards d'euros de compétitivité à la France par rapport à l'Allemagne, etc., etc. Et un certain nombre d'autres déterminants de la politique économique que l'on ne veut jamais examiner. Et pourtant, pardon, mais dans le même temps, la Caisse nationale des URSSAF a publié ses derniers chiffres et on n'a jamais créé autant d'emplois et autant d'emplois en CDI qu'au moment de la pandémie au mois de mai. Oui, enfin, on a créé des emplois en CDI. Alors, on n'en a jamais. Enfin, c'est vrai que pour la première fois, la pandémie nous renseigne sur une chose, c'est que on a mis en place une nationalisation absolue de l'emploi, qui était considéré comme quelque chose d'absolument abominable, avec le chômage partiel généralisé, mine de rien, ce qui démontre quand même au passage que des mesures de nature collective, sociale, etc., sont à mon avis beaucoup plus efficaces que les mesures libérales qui laissent grosso modo les entreprises mourir et les emplois se détruire en fonction, je dirais, des soubresauts du marché, ce qui avait été fait accessoirement en 2008, au moment de la crise des subprimes. Donc effectivement, on a créé des emplois. Enfin, on n'a pas créé des emplois aujourd'hui en mesure effectivement de couvrir effectivement la destruction colossale qui se profile. Et concrètement aujourd'hui, l'hôpital public, si on a été obligé de confiner la population, c'est en grande partie parce que pendant 30 ans, l'hôpital public a subi une telle baisse effectivement de ses moyens d'admission, mais également de moyens humains de prise en charge effectivement des patients, qu'aujourd'hui on n'est pas à l'abri, je dirais, d'un nouveau coup d'arrêt général de la vie sociale. Donc il y a des gisements d'emploi et de travail, plus exactement humains, absolument nécessaires à notre temps. Après, il faut une volonté politique qui consiste à, effectivement, tordre le cou, aujourd'hui, à un capitalisme transnational financiarisé, dans lequel on a très grandes entreprises qui sont en position de quasi-gouvernance mondiale. Et ça, les tenants du revenu d'existence ne veulent absolument pas envisager cette question. Il est plus facile de prétendre inventer un système révolutionnaire plutôt que de voir que tout est là, que tout existe déjà. Que le revenu d'existence, en fait, il existe, ça s'appelle le salaire et la vie digne des travailleurs. Et qu'un individu, il n'a pas envie, fondamentalement, de faire valoir son droit à la paresse. Non, il a envie simplement d'avoir une utilité sociale, d'être heureux dans son boulot et de vivre dignement. Et quand bien même il y aurait quelques personnes qui voudraient faire valoir leur droit à la paresse, eh bien, ça les regarde, effectivement. Mais ça ne correspond pas à l'immense majorité, je dirais, des travailleurs et des individus, y compris les bénéficiaires de minima sociaux. Donc je rappelle que 30% n'en font pas la demande parce que c'est une infamie que d'être des produits de la solidarité nationale. Or, ce que propose le revenu d'existence, le revenu universel, c'est littéralement régler à la marge la situation des plus pauvres en précarisant l'ensemble des travailleurs.
Et il est là le véritable problème. C'est ce que j'appelle le syndrome Malevich. Vous savez, Malevich qui a créé un tableau avec un carré blanc sur fond blanc. Si on veut casser effectivement la problématique des exclus, il suffit effectivement de précariser l'ensemble de la population. Comme ça, on sera ton sur ton. Il y aura plus d'exclusion puisque tout le monde sera exclu, tout le monde sera précarisé. Et c'est ça le sujet du revenu d'existence. Alors, pour conclure, mettre fin aux garanties sociales, aux droits sociaux des travailleurs, de l'immense majorité des personnes qui n'ont que le travail comme condition, je veux dire, d'accès à l'existence et à la citoyenneté. Donc, pour conclure, de ma part, tout à l'heure vous citiez une nouvelle fois un marxiste avec Paul Lafargue. Donc, moi, je voudrais revenir juste d'un mot à Pierre Leroux, dont la mémoire a été un peu écrasée par les marxistes, justement, qui pensaient qu'il n'était pas suffisamment scientifique. Enfin, voilà. Et puis, comment dire, l'université était un peu marxiste dans les années 50, 60, 70. Et donc, on a un peu perdu de vue Pierre Leroux, mais pourtant, il a eu une action incessante et féconde, puisque c'est grâce à lui qu'est inscrit liberté, égalité, fraternité au fronton des mairies. C'est lui qui a réévalué cette proposition, on va dire ça comme ça. Est-ce que vous pensez que c'est le salaire qui va faire que la Trinité républicaine pourra être créée un jour, enfin donner du contenu à la Trinité républicaine? En tout cas, moi qui m'inscris dans une tradition jaurèsienne, républicaine. Donc Jaurès était quand même un héritier Bien sûr. de Pierre Leroux. Moi, je souscris véritablement à cette analyse-là. C'est-à-dire que je crois vraiment que le salariat, alors c'est un terme qui a été inventé postérieurement, mais enfin en tout cas le salariat est la condition qui permet à l'individu de passer d'un statut de minorité sociale justement à un statut de majorité politique, citoyenne et civique, grâce précisément à la reconnaissance de droits cristallisés dans la loi républicaine. Et pour moi, le salaire est la meilleure intermédiation pacificatrice qu'ait inventée la République française pour justement pacifier les relations extrêmement conflictuelles qui opposent le capital et le travail. C'est la voie française du socialisme pour moi, qui est à mon avis prodigieuse. C'est-à-dire que on ne nie pas, et moi je suis le premier à ne pas nier que la lutte des classes existe. D'ailleurs, les capitalistes le savent. Warren Buffett avait dit lui-même la lutte des classes existe, mais c'est notre classe, celle des riches, qui est en train de l'emporter. Mais plutôt que d'envisager une conflictualité extrêmement forte, je dirais, entre les insiders, les outsiders, entre les propriétaires des moyens de production et les exploités, la République, et la République sociale en particulier, depuis Jaurès, a trouvé un vecteur de résolution pacifique. Ce qui ne veut pas dire que sans conflit, mais pacifique de cette conflictualité inhérente au capitalisme, grâce au salaire. Concrètement, je mets mon temps individuel au profit du temps économique de mon employeur. Donc j'accepte d'une certaine manière de mettre mon temps au profit, je dirais, d'un employeur qui va profiter des fruits de mon travail. Mais à l'inverse, par mon salaire, par la cotisation sociale, par la sécurité sociale, par les conventions collectives, etc., 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 mon employeur se voit contraint de reconnaître mon temps individuel et de le financer, de prendre part, si vous voulez, à ma propre vie, partant du principe que ma vie ne s'arrête pas aux portes de l'entreprise. Et pour moi, ça a été la plus belle invention républicaine du point de vue social. Et c'est toute la tradition française qui en découle. Et moi, je voudrais conclure sur une chose. Ceux qui voient dans le revenu d'existence, je veux dire, l'alpha et l'oméga, je dirais, d'une espèce de nouvelle modernité, une solution véritablement adaptée au XXIe siècle qui ferait du passé table rase, je les invite simplement à relire l'histoire et à bien comprendre que ce qu'ils proposent, c'est le retour au XIXe siècle, c'est-à-dire à une négociation individuelle entre un travailleur et un salarié en fonction de son insertion dans la division du travail social. Pourquoi? Je vais donner un exemple très simple. Le jour où effectivement une personne, surtout déqualifiée, qui doit supporter des frais de logement, des charges d'enfants, etc., qui n'a pas de patrimoine hérité, va voir un employeur, et l'employeur lui dit, écoute mon gars, t'as un revenu d'existence à 600 €, pourquoi veux-tu que je te paye le SMIC? De toute façon, il y a plein d'autres personnes qui ont besoin de travail. Donc concrètement, l'enjeu du revenu d'existence, c'est de mettre fin à toutes les garanties sociales, juridiques, politiques et collectives adossées à l'exercice du contrat de travail, de manière à revenir à ce qu'on appelle une approche civiliste ou contractuelle, je veux dire des relations de travail entre un employeur et un salarié en fonction de sa capacité à pouvoir faire valoir effectivement un degré de qualification ou un degré de productivité suffisant pour pouvoir mériter un salaire.
Juste un dernier mot, le revenu minimum d'existence, donc on en parle comme si il avait une réelle existence, mais Benoît Hamon en fait 6%. Donc on peut pas dire que ce soit une idée qui est tellement le vent en poupe. Alors, c'est une idée qui est quand même malgré tout aujourd'hui occupe une position, je dirais, suffisamment centrale dans le débat public pour que on s'y intéresse fondamentalement. Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est pas tant les tenants, je dirais, d'une approche ultra-libérale libertaire à la Gaspard Koenig. Ceux-là, bon, ce sont des adversaires politiques tout à fait évidents et c'est pas mon problème. Ce qui m'intéresse le plus et qui me pose le plus problème, c'est que personne qui se revendique précisément de mon camp politique, voilà, du camp de la gauche, concrètement. Pourquoi ? Parce que je crois qu'il y a une volonté, je dirais, de mettre fin, si vous voulez, à une histoire, à une véritable. Je parlais de tradition séculaire, mais vraiment à une appartenance collective, à un combat qui a toujours été constitutif du clivage gauche-droite, qui est concrètement les gains, je veux dire le partage de la valeur ajoutée, le partage de la production de richesse créée par les travailleurs. Et en fait, la social-démocratie, c'est elle qui m'intéresse fondamentalement autour de cette question de revenu d'existence. Parce que la social-démocratie qu'on retrouvait globalement au sein du Parti socialiste et de la gauche qui a finalement rompu avec les classes populaires, pourquoi ont-elles rompu avec les classes populaires ? Tout simplement parce qu'elles ont rompu avec le travail. C'est-à-dire que le travail ne fait plus partie, n'est plus au cœur du clivage gauche-droite, alors que ça avait été historiquement, je veux dire, vraiment le nœud gordien qui opposait, je dirais, le capital et le travail. C'est-à-dire qu'on substitue des combats sociétaux, je veux dire, un combat fondamental de la classe ouvrière, qui est de savoir comment on va partager effectivement les fruits de production de richesse. Et pour moi, il est là le véritable enjeu. Et derrière le revenu d'existence, on a affaire à une gauche social-démocrate qui, en fait, a rompu avec le travail et surtout a rompu avec le salariat, auquel il ne pense plus appartenir. Pour, je veux dire, mieux ériger, je veux dire, un mythe, celui du travailleur libre qui serait libéré de contraintes en travail, etc., qui, en fait, correspond, si vous voulez, à des problématiques globalement de population plutôt qualifiées, urbaines, et qui ont généralement un patrimoine hérité relativement important. Voilà. Alors si effectivement c'est cela, je veux dire, le combat de la gauche social-démocrate, je dis clairement qu'il rompt littéralement avec ce qui faisait véritablement l'opposition gauche-droite, qui a toujours été fondée sur la reconnaissance d'un droit spécifique collectif, politique, social, je dirais des travailleurs. Et pour moi, il est là le vrai enjeu du revenu d'existence. Et je crois qu'il y a des choses dans la société qui doivent nous alerter fondamentalement par rapport à ça. Tout le modèle d'ubérisation de la société, tout ce modèle effectivement où on a substitué des auto-entrepreneurs à des salariés, constitue prétendument des solutions pour que les individus puissent être libres de choisir leur activité. En réalité, ils sont soumis, je dirais, à une autorité patronale encore plus violente que celle d'un employeur, effectivement, dans le cadre d'un contrat de travail. Merci. Nicolas, c'est toi qui vas conclure. Merci, messieurs. C'est le mot de la fin, long mot de notre très cher Olivier. C'était pas mal. Nicolas. Oui, alors je sais pas si du dialogue on a fait bouger les lignes de l'un ou l'autre, parce qu'on a vu, qu'on a compris que il y avait au départ des points de vue différents. Bon, par contre, moi, ce que j'ai bien saisi, c'est que le revenu d'existence tel que on le lit ici ou là, c'était finalement une forme de paritarisme généralisé, et c'était en fait une voie pour éluder la lutte des classes, donc l'antagonisme de classe. Et je pense que ça correspond à une illusion d'un consensus. Et là, je reprends le terme de Chantal Mouffe. Alors maintenant, est-ce que pour l'avenir, est-ce qu'il faut continuer à s'illusionner dans ce consensus, ou alors plutôt creuser les antagonismes et dans les antagonismes arriver à un compromis républicain? Moi, je pense, ma vision de la République parlementaire, de la République telle que j'ai compris Pierre Leroux et Jean Jaurès, c'est pas éluder les affrontements, mais c'est aboutir à un compromis par la discussion parlementaire, et c'est pas annihiler l'antagonisme par une illusion du consensus.
il me semble que là on a les deux points de vue qui sont sur le marché. Alors au-delà, on n'a pas parlé en fait de Bernard Friot et de sa théorie du salaire à vie qui va très loin. Plus loin, je pense que l'idée de résoudre, comme je le dis, les antagonismes de classe par le débat parlementaire. Bon, mais qui est quand même quelque chose d'enrichissant et d'éclairant. Alors par contre, quoi qu'il arrive, par rapport au dialogue qu'on vient d'avoir, il me semble qu'il y a d'autres problèmes à résoudre aussi, et des problèmes qu'il faut affronter, notamment le problème du logement. Ça a été abordé un moment rapidement dans la conversation. En fait, en France, il y a une grande partie du revenu du travail qui part dans le logement. Et les personnes qui sont devenues les inutiles, les inemployables, que les néolibéraux veulent cantonner dans la charité publique, et que malheureusement, effectivement, moi je pense qu'une certaine gauche ex-social-démocrate veut maintenir dans la pauvreté par des artifices, en fait, ne se posent plus les bonnes questions et ne veulent plus résoudre les véritables problèmes que connaissent les gens et les familles, notamment le logement. Enfin, j'arrêterai là-dessus, il y a quand même une chose incroyable, c'est que l'Allemagne, qui est soi-disant plus compétitive, en fait, quand on compare toutes les données macroéconomiques, en fait, les salaires sont effectivement moins importants en Allemagne, mais par contre, les logements sont beaucoup moins chers. Donc là, je crois que le problème, il me semble, sans vouloir trop affirmer mon camp, entre le revenu d'existence et quelque chose de plus socialiste, je pense que le problème, l'impasse du revenu d'existence que je vois réfléchir dans certaines grandes associations philosophiques, par exemple, c'est que tous les problèmes ne sont pas pris en compte pour proposer cette solution. Et je crois que notamment nous, comme association familiale, laïque, républicaine, on doit étudier tous les problèmes pour proposer des solutions qui soient viables. Et pour moi, les solutions, elles seront socialistes et républicaines. Voilà. Moi, j'arrêterai là-dessus. C'était passionnant. Je remercie Dominique d'avoir pas joué le rôle du Candide, parce qu'on a bien compris que il était un petit peu lecteur et avisé des choses, mais je crois que votre dialogue était très intéressant. Olivier, bon, tu es un habitué de notre émission Laïcidad. On va encore te faire revenir, ne t'inquiète pas, sur tout un tas de sujets. Oui, d'autant qu'Olivier, quand il vient dans l'émission, elle a du succès. C'est les émissions les plus écoutées. Donc on va refaire revenir Olivier, forcément. Voilà, parce que on a quand même compris la logique du marché, hein. Donc nous aussi on veut être performant, on veut être compétitif. Donc quand ça marche, on continue. Alors Dominique, j'espère que tu as été content de participer à cette émission. Avec plaisir. Même si on plaisir. a dû passer du temps peut-être à peut-être mieux définir les mots qu'on a employés, parce que a priori, je suis plutôt favorable au revenu d'existence. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense que le fait qu'il y ait un patrimoine socialisé, c'est pas inutile, notamment devant la déliquescence des services publics, qui sont le seul patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Mais je pense qu'on dit des choses qui sont relativement proches et que parfois on n'emploie pas les mêmes mots, tout à fait. Et d'ailleurs, le fait que revenu minimum d'existence ou d'insertion ou de je ne sais trop quoi, ça ne soit pas encore stabilisé, le vocable, ça prouve peut-être que l'idée elle-même n'est pas arrivée à maturité. Bien, enfin en tout cas, encore merci à tous les deux. Dans notre conversation, nous avons parlé à la fois de Pierre Leroux, qui était limousin, vous savez, c'était un ami de Georges Sand, il vivait ici, où il avait fondé une communauté à la fois de réflexion, de vie et de production, et on a parlé de la CGT, qui est née, elle aussi, à Limoges, donc je vous invite tous à venir à Limoges. Dominique, tu es en train de nous dire que si on vient tous à Limoges, c'est là qu'on fait la révolution républicaine. Oui, enfin ça... On fait enfin cette 6e République. Moi, je suis social-démocrate, je ne suis pas révolutionnaire. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci. Écoutez, je vous souhaite une bonne soirée, en tout cas. Merci, bonne soirée. Bon, formidable, hein. Ouais, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal. Alors moi, je me pose la question, là, on les a écoutés, hein, malgré tout. Bon, et oui, ils n'arrivaient plus à se lâcher, hein, donc. Ouais. Mais est-ce que
Benoît Hamon, sa solution là, sa super proposition, elle aurait permis de lutter contre le capitalisme transnational. Ouais, ah ouais, ça on l'a pas abordé. Ouais, c'est vrai que du coup, ouais, c'est une question parce que s'il y a que la France qui fait ça, bon, est-ce que ça marche quoi? Moi, je suis pas certain. Mais aussi la question, qu'est-ce que le salariat? Tu vois, il en parle aussi, Olivier. Hein. Mais et en plus, enfin moi, il me semble que alors qu'est-ce que le salariat? Qu'est-ce que le travail? Qui sont les travailleurs? Ouais. Et j'ai l'impression que ceux qui connaissent les travailleurs, bah, c'est effectivement les patrons et leurs amis politiques néolibéraux. Et finalement, les autres, ils en parlent sans les connaître, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on arrive à des solutions parfois qui sont complètement hors sol et qui correspondent pas aux besoins des familles, aux besoins des gens. Voilà. Enfin. C'est ce que j'ai rappelé en parlant du logement. Oui. Alors je fais évidemment une transition comme à la télévision. On est presque à la télévision en balado-diffusion. Bah oui, pratiquement. Il manque que l'image. Bon, le logement, ce sera le thème du prochain UFAL Info, le 86, qui sortira à la rentrée, dans les premiers mois après l'été. Et sans doute qu'il faudra que dans l'Aïcidad, on aborde tous ces sujets-là qui concernent les gens, parce que nous, on n'est pas là à faire de la théorie hors sol, on veut s'occuper du quotidien, des problèmes, parce qu'on est pour une autre société, un autre monde. Ouais, donc si vous voulez recevoir l'UFAL Info 86 chez vous en septembre, il faut s'abonner maintenant. Il faut s'abonner. Alors, je profite d'avoir un petit moment. L'UFAL, qui mène beaucoup d'activités de terrain, et ça, on en est persuadé quand on lit UFAL Info, puisqu'il y a un encart de 4 pages qui montre toutes les activités du trimestre. Actuellement, est en train de se préparer pour avoir l'agrément éducation nationale, c'est-à-dire intervenir officiellement avec l'accord du ministère de l'Éducation nationale dans les établissements scolaires. On le fait déjà. On a déjà certains agréments dans certains départements, mais on veut l'avoir au niveau national. Et donc, on prépare beaucoup d'outils. Ça génère du temps militant. Bon, ça, on arrive à le trouver, mais ça va aussi générer des dépenses parce qu'on veut créer on est très, très, très ambitieux, donc on veut créer des outils. Et donc là, amis qui nous écoutez, n'hésitez pas à faire des dons défiscalisables parce qu'on a besoin de sous pour pouvoir financer tout ça. Voilà, vous retrouvez tout sur ufal.org, il y a sans problème, hein, ufal.org, et là, vous avez tout. Le site est plutôt bien fait, on retrouve tout assez facilement. Parfait. Bon, bah Nicolas, on va se dire à bientôt. Merci Franck, à bientôt. Et puis on se retrouve en septembre. Avec plaisir. Voilà, bon, au revoir tout le monde, au revoir Nicolas, et on se retrouve en septembre.